Kalboa était un grand poète, le poète de l'indigénisme. Mais on disait de lui aussi qu'il était un ivrogne, une espèce de débauché qui courait les rues de Port-au-Prince à la recherche de la bonne chair. Qui était vraiment Kalboa? Ce poète sensible et délicat qui se reniera plus tard avant de sombrer dans l'alcoolisme. Réponse tout de suite. Alors, on va d'abord dresser brièvement, on va dire, une courte biographie de Kalboa. Après, on verra par la suite son œuvre, qu'est-ce qu'il a écrit. Et qu'est-ce qui fait de Kalboa un écrivain, on va dire, qui a toute sa place dans une histoire de la littérature haïtienne. Alors, d'abord, Kalboa est né dans une famille bourgeoise. Son père était d'abord commerçant, puis ministre. Par la suite, il deviendra maire de Port-au-Prince. Alors, on disait que Kalboa était un jeune homme, on va dire très sensible, qui lisait dès son plus jeune âge les philosophes français du XVIIIe siècle. Il lisait aussi beaucoup les poètes français comme Lamartine, qu'il adorait. Alors, à 20 ans, il fait un voyage en France. Alors, il a vécu un peu dans la capitale française, un peu en bohème, mais bientôt il s'ennuie. Il rentre au bercail avec des idées littéraires plein la tête. Alors, quand il arrive au pays, il n'avait pas d'autre métier. En fait, il n'avait pas de métier du tout. Il s'est fait embaucher dans le commerce familial. Alors, il confiera lui-même plus tard qu'il n'y faisait absolument rien. Ce travail ne l'intéressait pas. Il était surtout intéressé par les clientes, c'est-à-dire les jeunes femmes qui venaient acheter dans la boutique de son père. Las, celui-ci l'a foutu à la porte. Alors là, c'était la bonne occasion. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le jeune Kalboa, à ce moment-là? Eh bien, il quitte la maison familiale, il s'embrouille avec son père, il va s'installer dans les quartiers populaires de Port-au-Prince. Il se mélange au petit peuple. À partir de ce moment, il a ses amis parmi le peuple. Louis, le bourgeois, il va boire, il va courir les rues de Port-au-Prince, fréquentant les bordels et aussi s'enivrant de jour comme de nuit. Mais à côté de sa vie trépidante, Kalboa continue d'écrire. C'est un lecteur acharné. Il lit beaucoup de choses, mais également il écrit. Il écrit surtout des poèmes, il écrit des articles pour nombreux journaux de la capitale à cette époque-là. Alors, en 1927, il va créer avec d'autres écrivains de l'époque la revue Indigène. Alors, dans cette revue, il va publier, on va dire, surtout ses poèmes et quelques articles. Entre 1927 et 1944, Kalboa a une vie littéraire très intense. Il publie beaucoup. Il écrit dans plusieurs journaux de la capitale. Mais à côté de ça, il continue de mener une vie d'insouciance partagée entre l'alcool et les filles de joie. Voilà, c'est comme, en fait, toute petite parenthèse, les filles de joie, c'est comme ça qu'on appelait à l'époque, ou surtout au 19e siècle, les prostituées, les filles de joie. Évidemment, l'expression paraît quelque peu, on va dire, sexiste aujourd'hui, mais c'était l'expression, on va dire, consacrée pour désigner les prostituées. Alors, Kalboa partageait sa vie, effectivement, entre la bouteille et les prostituées de Pétionville et les prostituées de Port-au-Prince. En 1938, il crée avec son ami François Duvalier et d'autres jeunes écrivains la revue Les Griots. Alors, la revue Les Griots sera financée surtout par son père qui était à l'époque maire de Port-au-Prince. Alors, à partir de 1944, on l'entend plus. Kalboa n'écrit absolument plus rien. Sa vie est rythmée uniquement par l'alcool. On ne le voit plus, on n'entend plus parler de lui. Alors, le 29 novembre 1965, on le retrouve mort. Probablement après avoir bu un dernier verre, un dernier coup. Le gouvernement de François Duvalier lui offre des funérailles nationales. C'est-à-dire partout dans le pays, on célèbre le poète disparu. De son vivant, Kalboa n'a publié qu'un seul recueil intitulé « Écrit sur du ruban rose », publié en 1927.
Mais par la suite, on publiera d'autres œuvres de lui à titre posthume. Maintenant, examinons l'œuvre de Kalboa, surtout en tant qu'indigéniste. Alors, on peut dire que Kalboa était un indigéniste total, sans réserve, en tout cas à ses débuts. Voilà par exemple ce qu'il écrit. Virilement et glorieusement, puérilement aussi peut-être, nous jurâmes de faire de notre patrie le miracle nègre, comme la vieille Hellade fut le miracle blanc. Alors, ce qu'il entend par la vieille Hellade, c'est, on va dire, la Grèce antique. Pour comprendre jusqu'où va l'indigénisme de Kalboa, il pense même qu'un écrivain, par exemple, un écrivain haïtien vanté à Paris, n'est pas forcément un bon écrivain. Donc, contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce que pensent évidemment d'autres écrivains qui, d'habitude, même s'ils sont reconnus dans leur pays, c'est-à-dire en Haïti, mais aussi longtemps qu'ils n'ont pas la bénédiction des Français, ils ne se considéraient pas eux-mêmes comme de véritables écrivains. Alors, Kalboa, lui, il était à contre-courant de cette façon de penser. Il disait même que, il pensait même que les écrivains haïtiens qui sont couronnés à Paris ne sont pas forcément de bons écrivains. Alors, il écrit ceci. Il dit, cela prouve simplement qu'il a, en fait, que ces écrivains-là, cela prouve, en fait, un écrivain, par exemple, qui s'est fait couronner à Paris, cela prouve simplement qu'il a peint des sentiments abstraits et généraux, non pas des sentiments particuliers à l'haïtien. Là, on voit jusqu'à quel point, on va dire, Kalboa pousse l'indigénisme. Alors, on peut aussi dire que Kalboa est l'un des rares poètes et écrivains haïtiens, effectivement, à pousser la célébration du vaudou vraiment, vraiment, vraiment loin. Voilà ce qu'il écrit, par exemple, à ce sujet. Il dit « Nous autres griots haïtiens, nous devons chanter la splendeur de nos paysages, la douceur des aubes d'avril, boudonnantes d'abeilles, et qui ont l'odeur vanillée des kénépiers en fleurs, la beauté de nos femmes, les exploits de nos ancêtres, étudier passionnément notre folklore et nous souvenir que changer de religion est s'aventurer dans un désert inconnu, que devancer son destin est s'exposer à perdre le génie de sa race et ses traditions. » Donc, à ses débuts, en tout cas, Kalboa était très, très, très attaché au vaudou parce que lui-même, il était initié du vaudou. Je crois même qu'il s'était fait kanzo. Donc, c'était pas un simple, pour lui, c'était pas un simple folklore, on va dire une espèce d'élément culturel, comme certains auteurs aiment bien le montrer, mais c'est plutôt une véritable religion, on va dire, vers laquelle tous les Haïtiens doivent tendre. Alors, en tout cas, c'est comme ça qu'il le considérait. Mais, par la suite, notre poète se reniera. Alors, je viens de vous lire un extrait où il a dit que changer de religion, c'est s'aventurer dans un désert inconnu. Eh bien, c'est exactement ce qu'il va faire. Alors, pourquoi? Parce que à la fin de sa vie, eh bien, notre poète, Kalboa, il va se convertir au catholicisme et il reniera le vaudou. D'ailleurs, il ne fait pas que renier. Il a écrit des choses terribles sur le vaudou. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit « Le vaudou n'est point une religion, car il n'a inspiré ni prophète ni livre. C'est une secte inspirée par de bas démons. L'encourager est antipatriotique. » Alors là, on peut dire que c'est un énorme retournement de situation. Celui qui vantait hier la richesse du vaudou, aujourd'hui, il le nie carrément. Que Kalboa, effectivement, renonce au vaudou, on peut lui trouver des circonstances atténuantes. On peut dire, pourquoi pas? Mais il ira plus loin. Il ira plus loin. Alors voilà ce qu'a déclaré notre poète, le premier des griots, on va dire l'indigéniste radical qu'il était. Voilà ce qu'il a déclaré par la suite. Il écrit, « Tout cet africanisme m'ennuie. Je peux bien aussi chanter mes ancêtres blancs. » Alors voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup dur. C'est un coup dur, un coup énorme pour ses camarades indigénistes. Pourquoi? Parce que dans ce petit extrait,
où je viens de vous lire que Kalboa dit tout cet africanisme m'ennuie. Eh bien, il renie tout simplement la négritude, on va dire le fondement même de l'indigénisme. Alors ça, c'est énorme. Kalboa montre effectivement qu'il n'est pas un nègre, c'est un mulâtre. Voilà, donc ça l'emmerde tout ça. Donc il n'est pas un nègre, comme un François Duvalier, comme les autres écrivains, effectivement, qui militaient à ce côté-là. C'est un coup dur, c'est un coup extrêmement fort porté à l'indigénisme à ce moment-là. Alors le même Bourard qui chantait, on va dire, la beauté de l'Afrique, le même Bourard qui nous disait qu'il faut rechercher, qu'il faut valoriser notre part africain, alors ce même Bourard vient de nous dire que tout cet africanisme l'ennuie profondément. Alors il ne faut quand même pas oublier que malgré tout, Kalboa reste un excellent poète, l'un des plus puissants, parce que ces textes indigénistes restent quand même des textes sublimes, surtout les textes qu'il a écrits, on va dire, sur le vaudou, sur les lois, c'est des textes extrêmement puissants, que ce soit pour la beauté de la langue et pour la force du propos. La jeune génération doit lire Kalboa. C'est un poète extrêmement important. Et puis aussi, on va dire, les textes engagés de Kalboa sont tout aussi puissants. Je pense aussi à vous et également à nous. Il y a aussi d'autres poèmes de Boa qui sont des poèmes engagés qu'il faut absolument lire. C'est-à-dire, il faut pas juger un écrivain, il ne faut pas juger un artiste de façon manichéenne. C'est-à-dire, c'est pas blanc ou noir. Il y a toujours une zone grise, on va dire, dans la vie de quelqu'un. Je m'en fous que Kalboa ait renié l'indigénisme. Ça, c'est pas, on va dire. Mais par contre, je considère que c'est un écrivain, c'est un poète extrêmement fort. Évidemment, dans sa vie personnelle, il a pu, voilà, il a pu sombrer dans d'autres, on va dire, dans d'autres délires. Il a pu effectivement adopter d'autres façons de penser, d'autres visions du monde, pourquoi pas. C'est des choses qui arrivent. Mais par contre, ses écrits restent. Si Kalboa a renié l'indigénisme, par contre, il est resté toute sa vie fidèle à l'alcool, fidèle à la bouteille. D'ailleurs, il a écrit un très beau vers, on va dire, qui résume à peu près, on va dire, sa vie avec la boisson. Seigneur, que je boive une gouttelette de la coupe et je serai guéri. Moi, j'ai envie de dire Amen.